Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exode call numéro 24. Et aujourd'hui nous allons attaquer l'exercice suivant, proposé par Théo, que je salue au passage. Montrer que la fonction exponentielle des matrices, partant de l'ensemble des matrices antisymétriques à coefficient réel vers l'ensemble des matrices spéciales orthogonales à coefficient réel est surjective. Voilà, n'hésitez pas à faire une pause pour y réfléchir d'abord de votre côté. Ok, et puis bon bah c'est parti pour la résolution en espérant que vous y avez un peu réfléchi avant. Alors pour la résolution de cet exercice, on va utiliser un lemme technique. Le lemme va être le suivant. Si j'ai f qui va de A vers B, un morphisme d'algèbre unitaire, donc unitaire ça signifie que 1 doit être dedans évidemment, associative et de dimension finie donc, si j'ai un morphisme entre deux algèbres qui vérifient ces propriétés-là, alors, pour tout x tend A, si je suis capable de définir l'exponentielle pour l'algèbre A et pour l'algèbre B, je suis capable de faire le lien entre les deux grâce à ce morphisme. Donc si je fais f de exp sur l'algèbre A de x, et bien ça c'est la même chose que exp l'exponentielle de l'algèbre B de f de x. Donc voilà le petit lemme technique que je vous propose d'essayer de démontrer avant de se lancer à la preuve. Et au passage, je dis d'avance ce qui va se passer pour la preuve. Ce qu'on va faire, ce qui pourrait être étonnant, c'est quelque chose que je mentionne tout le temps aux étudiants. Quand on attaque un exercice et qu'on ne sait pas quoi faire, il faut toujours essayer de se lancer sur des exemples. Toujours se donner un ou deux exemples, juste pour essayer de comprendre comment ça marche. Et là, notamment, un exemple qui pourrait vous donner envie d'essayer de savoir si ça marche ou pas, c'est de prendre n égale 2. Essayez d'attaquer les matrices de 2. C'est beaucoup plus simple de les décrire. Les matrices là-dedans, c'est assez simple à décrire, et les matrices là-dedans, c'est aussi assez simple à décrire. Donc si on arrive à montrer la surjectivité pour n égale 2, et c'est ça qui va être un peu étonnant pour cet exercice, eh bien on va être capable de répondre à la question pour tout n. Donc c'est exactement le plan de la preuve. Et donc pour montrer ce qui se passe pour n égale 2, on va utiliser ce lemme technique. Ok, alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de démontrer ce lemme technique, normalement qui n'est pas très difficile à montrer. Ok. Alors preuve du lemme. Donc le lemme technique, pour le prouver, il suffit de se dire, pour pouvoir définir l'exponentielle, il s'agit de faire une somme de l'élément mis à la puissance n sur n factoriel. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une somme partielle. Soit grand N appartenant au naturel. Et x dans A. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de f de la somme pour petit n allant de 0 à grand N de x puissance n sur n factoriel. Eh bien, comme on a affaire à un morphisme d'algèbre, qu'est-ce que vérifie un morphisme d'algèbre en particulier? Un morphisme d'algèbre vérifie les deux propriétés suivantes. Si je fais f de x plus y, ça va faire f de x plus f de y. Si je fais f de x fois y, ça va faire f de x fois f de y. Et la dernière chose, c'est que si je fais f, puisqu'on a une algèbre, ça signifie qu'on a une opération externe. Là, notamment, dans les exemples pour les matrices, c'est multiplié par des réels. Ok? Eh bien, si je fais alpha fois x, eh bien le alpha sort sans qu'on applique f.
Ok, donc c'est ça, un morphisme d'algèbre, ça doit vérifier ces 3 points. Plus peut-être 2-3 autres subtilités comme vérifier en 0 en 1 ou des choses comme ça. Mais sinon, globalement, ça doit vérifier ces propriétés-là. Je pense que de toute façon, vérifier en 0, on peut le voir là en résolvant quelque part la chose. Mais... Ok, alors, je vais peut-être le préciser quand même. Donc f de 0, c'est 0 et f de 1, c'est 1. Donc bien sûr, 0 dans l'algèbre A devient 0 dans l'algèbre B. Et le 1 dans l'algèbre A devient le 1 dans l'algèbre B. D'accord? Donc c'est en cela que j'ai besoin d'unitaire. Associatif, c'est juste une question de faire de donner un ordre sur les calculs. Bon, ça paraît pas délirant. Et la dimension finie, pour l'instant, on ne l'a pas encore utilisée, mais elle va venir justement pour essayer de passer à l'exponentielle, par contre, cette somme partielle. Je vais y venir. Donc j'efface là ces petites propriétés qu'il faut maintenant avoir un petit peu en tête. Et donc en ayant ça en tête, bah, du coup, quand j'ai un morphisme d'algèbre, d'abord, bah, on joue avec la somme, donc le f rentre dans la somme. Puis ensuite, comme j'ai un morphisme d'algèbre, toujours le 1 sur n factoriel peut ressortir. Donc je vais avoir 1 sur n factoriel f de x puissance n. Et encore une fois, comme j'ai affaire à un morphisme d'algèbre, f de x fois y, c'est f de x fois f de y. Donc totalement, si je fais une puissance n, la puissance n peut sortir. Donc je me retrouve avec n allant de 0 à grand N de f de x puissance, petit n sur n factoriel. Ok. Bon voilà. Mais on aimerait passer à la limite. Et donc pour passer à la limite, et pour vérifier que ça marche bien, il suffit que la fonction f soit continue. Et en effet, f est continue. Pourquoi? Bah parce que justement, on travaille sur une application entre algèbres, donc un morphisme d'algèbre, entre des algèbres de dimension finie. D'accord? Or, f est continue comme tout morphisme d'algèbre de dimension finie. En fait, ça vient du fait, plus précisément, un morphisme d'algèbre de dimension finie, c'est en fait un morphisme entre espaces vectoriels de dimension finie. Et toute application linéaire entre deux espaces vectoriels de dimension finie est continue. Ok, donc là je viens de dire à l'oral ce qui se passe. Normalement, pour être plus précis, je devrais dire le fait qu'un morphisme d'algèbre entre deux dimensions finies, ça revient à un morphisme entre espaces vectoriels de dimension finie. Et ça, bah, d'après le cours de prépa, ça veut dire que c'est continu. Ok, donc voilà. Donc par continuité, on peut passer à la limite. Je vais écrire ici. Donc en passant à la limite, en passant à la limite, nous avons ce qu'on veut, c'est-à-dire f de xa de x est bien égal à x b de f de x. Donc voilà, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en gros qu'on peut changer d'exponentielle si on a un morphisme. Donc là par exemple, c'est ce que je vais proposer dans le cas n égale 2, je vais proposer un morphisme qui va aller des nombres complexes vers les matrices à coefficients réels. Vous allez voir comment, en m'inspirant de la structure des matrices antisymétriques. Ok, alors hop, maintenant que le lemme est démontré, eh ben, on peut se lancer à trouver le résultat voulu. Alors tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, on va démontrer, donc preuve de l'exercice, ou résolution de l'exercice, là, maintenant. Je vais mettre ça. Donc la résolution de l'exo, comme je l'ai dit, je l'ai mentionné, je commence par étudier le cas n égale 2. Dans le cas n égale 2, on est capable de décrire exactement à quoi ressemblent toutes les matrices spéciales orthogonales à coefficients réels. Alors je rappelle qu'une matrice spéciale orthogonale à coefficients réels, c'est en particulier une matrice orthogonale, autrement dit
la matrice multipliée par sa transposée donne l'identité. Autrement dit, tous les vecteurs colonnes forment une famille orthonormale. Voilà, les vecteurs des colonnes ou les vecteurs des lignes forment des familles orthonormales. Voilà. Et en plus de ça, pour que ce soit spécial orthogonal, il faut que le déterminant soit égal à 1. Ok, donc c'est deux propriétés qui doivent être utilisées. Et là, je vais utiliser un résultat du cours, donc je vais aller un petit peu plus vite. Je ne vais pas le démontrer. Donc ce résultat du cours nous dit que toute matrice de SO2 est de la forme, et la forme est la suivante. Je vais avoir en fait une matrice de rotation. C'est-à-dire que toute application linéaire qui est spéciale orthogonale, c'est une matrice de rotation. Toutes. Okay. Au passage, les matrices orthogonales, si vous vous posez la question, les matrices orthogonales, il faut ajouter en même temps la symétrie qui est moins identité. Il faudrait ajouter ce genre de choses. Pas vraiment moins identité, mais il faudrait ajouter le cas où je peux mettre juste sinus θ par exemple. Ou des trucs, peut-être pas sinus θ, mais c'est plus... Bon bref, en tout cas, il y a un petit peu plus de choses à dire dans le cas orthogonal, puisqu'on peut avoir des déterminants qui valent moins 1. Donc, bon, voilà, c'est juste une petite subtilité en plus, mais c'est pas bien grave. Je pense, oui, essentiellement, je peux mettre un moins, par exemple, sur le cosinus, et puis enlever le moins sur le sinus. Voilà, donc ça donnerait les autres matrices pour avoir toutes les matrices orthogonales. Bon, très bien. Donc voilà, alors, toutes les matrices de SO2, de R, peuvent s'écrire comme ça. Ok. Alors, maintenant la question c'est comment je peux écrire une matrice qui est antisymétrique. Pour écrire une matrice antisymétrique, alors toute matrice de AN de R s'écrit deux points. Donc toute matrice de AN de R s'écrit de la forme suivante. Voilà. Donc une matrice antisymétrique. Alors d'ailleurs, le A, je peux préciser ce qu'il vaut 0. D'accord? Donc une matrice antisymétrique, ça doit être une matrice telle que sa transposée est égale à moins elle-même. Et donc ça implique que ce qui se passe dans la diagonale, il n'y a que des zéros. Et au-dessus et en dessous de la diagonale, on doit avoir l'opposé. Donc c'est-à-dire que ce qu'il y a en dessous de la diagonale est l'opposé de ce qu'il y a au-dessus ou inversement. Donc je propose cette notation. Et autrement dit, les matrices antisymétriques, alors c'est pas AN, c'est A2. Les matrices antisymétriques de 2 sont engendrées par une seule matrice, qui est la matrice suivante. On va noter I. Peut-être pas I, parce que ça c'est l'identité, je vais l'appeler J. Ok. Et ce que je propose, c'est qu'on va maintenant définir un morphisme d'algèbre entre les complexes et les matrices. Et en fait, ce morphisme va être défini de la manière suivante. On remarquera, remarquons, que si je mets la matrice J au carré, j'obtiens moins identité. Il suffit de faire le calcul et vous pourrez vous rendre compte très vite que ça marche. Alors, si j'ai ça, on pourrait se dire, tiens, en effet, il y a un jeu avec les nombres complexes qu'on pourrait faire, puisque J pourrait jouer le rôle du petit i dans le cadre des nombres complexes. Et donc, soit f qui va des nombres complexes vers les matrices à coefficients réels, défini par f de a plus ib, pour les nombres complexes, ça va être égal à A identité, ou je vais mettre juste I, ça ira. Donc A identité plus BJ. Voilà un morphisme que je vous propose. Et ce morphisme, on peut vérifier que c'est un morphisme d'algèbre.
F est un morphisme d'algèbre. Alors bien évidemment, les deux algèbres en jeu sont unitaires. Donc, sont unitaires, associatives, et de plus, en tant que R algèbres, ce sont des R algèbres de dimension finie. Donc tout va bien, toutes les hypothèses sont vérifiées. Alors après, pour montrer que c'est un morphisme d'algèbre, je pense que c'est pas très dur, je n'ai peut-être pas besoin de l'écrire, il suffit juste d'écrire que quand on fait les multiplications de chaque côté, ça marche, quand on fait l'addition de chaque côté, ça marche. C'est-à-dire toutes les hypothèses que j'ai mentionnées tout à l'heure. Il faudrait revérifier ça, mais je vous assure, ça fonctionne. Et je vous laisse vraiment le checker par vous-même, ça vous permettra de réviser ce que ça veut dire avoir un morphisme d'algèbre. Alors, donc, on a tout ce qu'il faut pour appliquer le lemme, je vais appliquer le lemme. Puisqu'on a la définition de l'exponentielle dans les complexes. Hein. Donc, d'après le lemme, pour tout nombre complexe, alors z, je vais avoir que f de exponentielle complexe de z, c'est égal à l'exponentielle sur les matrices. Je vais écrire M, juste pour dire que c'est matrice, l'exponentielle sur les matrices de f de z. Ok, et puis il n'y a plus qu'à écrire. Il n'y a plus qu'à écrire et remplacer z par un bon nombre. Et à votre avis, pour avoir du... Parce que là, si vous remarquez bien, la matrice qui est ici, c'est cosinus identité plus plus j fois sinus. Donc si vous remarquez ça, en fait, vous voyez que vous avez affaire au nombre complexe z égale iθ. Vous pouvez prendre z égale iθ et ça va fonctionner. Donc si je fais soit z égale iθ, si je considère ça, alors f de exponentielle complexe de iθ, ça fait f de cos θ plus i sinus θ. Et d'après la définition de mon morphisme, j'obtiens cosinus identité plus j fois sinus θ. Autrement dit, j'obtiens la matrice qu'il faut cos θ moins sin θ, cos θ. D'un autre côté, ce truc-là, je peux l'écrire comme exponentielle de f de iθ. Mais f de iθ, par définition, ça revient à faire θ fois j. Et θ fois j, c'est bien une matrice antisymétrique. Donc là, ce qu'on vient de démontrer, je vais peut-être réécrire plus haut. Je ne vais plus avoir besoin du lemme pour la suite. Donc, exponentielle de θj est égale à exactement ce qu'on veut, cos θ moins sin θ, cos θ, donc c'est ça qu'on vient de démontrer. Et θj, c'était une matrice antisymétrique. Donc c'est gagné, puisque là, ce que je viens de démontrer, c'est que n'importe quelle matrice qui s'écrit comme ça, on peut lui donner un antécédent par la fonction exponentielle qui est dans les matrices antisymétriques. Voilà, c'est pas mal. Alors, donc on vient de régler le problème pour n égale 2, maintenant il faut régler le problème pour n en général. Donc maintenant, cas général. Eh bien, le cas général, comme j'ai dit, on va utiliser on va s'en rendre compte très vite, mais on va utiliser en fait ce qui se passe dans le cas n égale 2. Et pour utiliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la réduction des matrices, donc la propriété de réduction des matrices dans SON de R. Donc, la propriété est la suivante. Toute matrice de SON de R est semblable à une matrice
de la forme, enfin à la matrice, ou à une matrice, ouais. À une matrice de la forme, et la forme de la matrice, ça va être la chose suivante. Je vais avoir un bloc identité de taille R. Donc j'ai R1 qui vont apparaître dans la diagonale. Et une fois que j'ai fait ces blocs d'identité, ce bloc d'identité, bah après j'ai des blocs de rotation. Donc j'ai Rθ1, Rθ2, Rθ3 et ainsi de suite jusqu'à, disons, Rθk. Où Rθ, ben c'est exactement le bloc dont nous avons parlé dans le cas n égale 2. Ok, donc toute matrice de S1 de R est semblable à la matrice de cette forme, et en plus de ça, elle est semblable à une matrice orthogonale près. J'ai juste un petit doute si je vais avoir vraiment besoin du fait que j'ai des matrices, que j'utilise des matrices. Oh, ici je vais en avoir besoin. Je vais en avoir besoin. Donc il faut que je le dise. Donc c'est semblable à ce type de matrice. Et cette similitude peut se faire. Donc, similitude peut se faire via une matrice orthogonale. P. Donc P dans ON de R. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ma matrice M est égale à P fois cette matrice fois P-1 avec P orthogonale. Ok? Donc c'est ça que je veux dire par là. Bon, alors donc on peut se ramener à ce genre de matrice. Mais ce genre de matrice, déterminer une matrice telle que l'exponentielle est égale à ça, bah, il suffit de regarder ce qui se passe par bloc. Ok? Alors donc en notant que quand je fais exponentielle d'une matrice bloc, par exemple A1, A2, AS, donc quand je fais l'exponentielle d'une matrice diagonale par bloc, exactement comme ce qui pourrait se passer quand on fait une matrice diagonale, je vais avoir en fait exponentielle de chaque élément de la diagonale. Donc, je vais avoir ça, exp de A2 jusqu'à exp de AS. Donc en remarquant que quand je fais l'exponentielle d'une matrice par bloc, ça revient à faire la matrice par bloc avec des exponentielles dans chaque bloc, nous avons, et donc il est assez facile de trouver une matrice telle que si je fais l'exponentielle de cette matrice, j'obtiens ce truc-là. Puisque là, l'identité, ça correspond à avoir que des 1 dans la diagonale. Pour avoir que des 1 dans la diagonale, il suffit de prendre 0 dans la diagonale. Donc autrement dit, la matrice nulle. Donc on peut faire exponentielle de la matrice nulle. Et puis pour chacun des Rθ, bah, on a réglé le problème un peu plus haut. Il suffit de prendre la matrice J multipliée par le bon θ. Pour avoir ça. Donc c'est ce que je vais écrire. Donc si je mets θ1J pour le premier bloc de 2, puis ensuite θ2J pour le deuxième bloc de 2, puis ensuite θk, θkJ, ben, j'obtiens exactement la bonne matrice. Donc j'ai IR, Rθ1, et ainsi de suite. Et cette matrice, bah, vous pouvez la checker, c'est une matrice, cette matrice que j'ai là, c'est une matrice antisymétrique. Je vais l'écrire, hein, la matrice or la matrice suivante, donc 0R,
θ1j, θkj est antisymétrique. Bon, voilà. Alors, maintenant que j'ai ça, bah, après il faut que je joue avec la similitude. Et une autre propriété que vérifie l'exponentielle, c'est qu'elle se comporte bien avec la similitude. Autrement dit, si je fais exponentielle de p fois m fois p moins 1, bah ça revient à faire p fois exponentielle de m fois p moins 1. Ok ? Si vous n'êtes pas convaincu, écrivez ce qui se passe pour chacune des puissances. En fait, si vous faites p, m, p moins 1, le tout puissance quelque chose, je ne sais pas, genre n, peut-être pas m. Si je fais puissance m, et bien ce que je vais obtenir, c'est p, m puissance m, p moins 1. Juste parce que quand j'écris les produits successifs, p et p moins 1 vont se simplifier. Ok ? Donc si chaque puissance ça se comporte bien, si avec la somme ça se comporte bien, et ça se comporte bien puisqu'il y a la distributivité qui s'applique, eh bien avec l'exponentielle et le fait qu'on a encore une histoire de fonction continue qui se cache là-dedans, eh bien je peux passer à l'exponentielle et l'égalité que j'ai là passe ici. Ok, donc je peux écrire que exponentielle de p fois la matrice qu'on vient de mentionner, donc 0R, θ1j, θkj, p moins 1, est égal à p fois la matrice IR, Rθ1, Rθk, p moins 1, et ça, cette matrice-là, ça correspond à la matrice de départ qu'on pourrait appeler M dans SONR. Ok ? Maintenant la question c'est, en ayant conjugué par P, est-ce que je reste antisymétrique ? Alors si je fais une conjugaison quelconque, il n'y a aucune raison pour laquelle cette matrice reste antisymétrique. Enfin, il n'y a aucune raison pour laquelle la matrice est antisymétrique. Mais là pour le coup, le fait d'avoir conjugué... Attends, est-ce que je dis une bêtise ? Je suis en train de réfléchir si je dis une bêtise. Ouais, je dis certainement une bêtise, donc j'avais peut-être pas besoin du fait que P est orthogonal. Bon, c'est pas grave, mais je pense que si, ça doit être vrai. Donc je vais écrire, de toute façon, je vais écrire ce qu'il faut vérifier maintenant. Si je veux vérifier que ça c'est antisymétrique, il faut que je... Ah si, non, si j'ai besoin. Il faut que je vérifie que quand je fais la transposée de P fois la matrice ici, θ1j, θkj... Oui, donc j'ai dit des bêtises, non, c'est... Enfin, j'ai eu un doute, mais en fait non, je disais pas de bêtises, donc ça va marcher. Il fallait bien que j'utilise le fait que je pouvais faire une classe de similitude avec que je pouvais faire cette similitude avec une matrice orthogonale. Parce que là, si je veux faire la transposée, il faut que cette transposée soit égale à son opposé. Il faut que toute la matrice que j'ai là doit revenir, mais avec un moins devant. Alors, quand je fais la transposée d'un produit comme ça, ce qui se passe, c'est qu'on retourne le produit. Donc je me retrouve avec transposé de P-1 fois transposé de la matrice 0R, θ1j, θkj, puis transposé de P. Ok ? Et alors, qu'est-ce que je vais ajouter maintenant ? Donc là, ce que je peux dire, par exemple, c'est que donc, si je fais la transposée de ça, donc la transposée de la matrice antisymétrique, ça va faire sortir le moins, donc ça va être moins la matrice elle-même, ici, là, donc j'ai égal, je peux déjà faire celui du milieu, 0R, θ1j, θkj. Et si je fais la transposée d'une matrice orthogonale, ça donne l'inverse. Hein, d'accord, c'est justement la définition d'une matrice orthogonale. Une matrice orthogonale, c'est ce que j'ai rappelé un petit peu au début, un peu plus au début de cette résolution. C'est les matrices telles que si je multiplie par la transposée, ça fait identité. J'avais dit aussi qu'on pouvait les traduire avec les colonnes ou les lignes de la matrice. Bon, là, ici, transposé de P-1, c'est donc en fait P. Et transposé de P, c'est P-1. Donc c'est gagné. La matrice qui est ici, donc ça, c'est bien les matrices symétriques. Conclusion,
Eh bien, j'ai bien la surjectivité, puisque j'ai été capable, étant donné une matrice dans SON de R, j'ai été capable de donner un antécédent par la fonction exponentielle. Donc c'est terminé. Voilà pour la surjectivité de la fonction exponentielle. Partant des fonctions, donc pour la fonction exponentielle, le fait de savoir qu'elle est surjective sur SON de R en partant des matrices antisymétriques. Alors il y a une conséquence assez rigolote. Par exemple, on peut maintenant montrer que SON de R est connexe par arc. On peut montrer ça. Et en fait, ça va venir du fait que AN de R est connexe par arc. Ok. C'est pas très dur de vérifier que AN de R est connexe par arc. C'est vraiment pas très dur, puisqu'on part de... En fait, on peut partir de n'importe quelle matrice antisymétrique, et puis les ramener à 0. Donc c'est pas très dur de montrer que AN de R est connexe par arc. On ramène dans 0 en faisant bouger les paramètres de chaque côté de la diagonale. Donc on met un T sur tous les paramètres de la matrice. Et puis voilà, là on a notre fonction continue. Donc on peut même... on pourrait même... Ouais, non, on pourrait pas montrer forcément que c'est... parce que j'étais en train de penser, est-ce que c'est... qu'est-ce que j'allais dire? Oui, est-ce que c'est convexe? Mais je pense pas que ça va être convexe, ça va pas être vrai. Mais en tout cas, on peut montrer facilement que c'est connexe par arc. Et la fonction exponentielle, c'est une fonction continue sur les matrices. Donc en fait, comme SON de R, c'est l'image par l'exponentielle des matrices antisymétriques, et que je sais déjà que les antisymétriques, c'est connexe par arc, alors SON de R est connexe par arc. Voilà, c'est une conséquence assez directe de ce résultat, par exemple. Donc voilà, c'est très sympa. Bon, je suppose qu'on peut encore avoir d'autres résultats en partant de cette chose-là. Mais voilà, je pense l'avoir fait. Moi, je pense que la conséquence sur le connexe par arc, c'est intéressant. Notamment, ça fait référence à un autre exo de colle que j'ai fait plus tôt, concernant la connexité par arc des matrices inversibles, à coefficient réel et à coefficient dans les complexes. Et là, voilà, là on pourrait pourtant, là on travaille avec des matrices à coefficient réel et on est capable de montrer que là ici, cet ensemble-là est connexe par arc. Donc c'est quand même assez remarquable, je pense. Bon voilà, c'est tout pour cet exercice. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si l'exercice vous a plu, etc., n'hésitez pas à la partager, à commenter si vous avez des questions, quoi que ce soit, des remarques à faire. En espérant que Théo est assez content de la résolution que je propose. Je ne sais pas si c'est la même que celle qu'il connaissait, mais voilà. Bon, si c'est pas le cas, j'ai donc montré une autre résolution et j'espère que ça lui plaira. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'exercice de colle numéro 25. Juste une petite information, je me demande si je ne vais pas proposer un autre format, un autre programme, donc c'est-à-dire que il y aura toujours les exos de colle qui se feront une fois par semaine, mais je me demande si je ne vais pas commencer à proposer un autre contenu. Donc je me demande si... voilà, donc l'autre contenu, pour tout vous dire, c'est que je me demande si je vais... soit, j'ai deux idées en tête. La première, ça serait soit je peux essayer de parler de ce que je fais en recherche, et faire des petits épisodes comme ça de 10 minutes ou un truc comme ça pour parler de ce que je fais en recherche. Ça peut être une chose. L'autre chose que je pourrais proposer pour rester encore dans le cadre de prépa, ce serait donc ça serait plus ou moins un autre format d'exo de colle, sauf que cette fois-ci ce sont juste des petites questions. Et des questions qui vont se répondre très rapidement, parce que là, bon, les exos de colle, vous voyez bien, déjà, vous voyez le temps de la vidéo, c'est 30 minutes. Ce que j'aimerais essayer de proposer, c'est un format d'exo de colle, donc qui serait à part, qu'on pourrait appeler question de colle peut-être, qui attaquerait juste, je pose une question naïve, bête, et puis vous vous posez la question, est-ce que cette question, est-ce que vous pouvez y répondre assez rapidement, et puis je vous donne la réponse, et normalement ce type de format de vidéo pourrait durer 5 minutes, 10 minutes gros maximum. Donc voilà, je pense à ces deux idées-là. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à la partager aussi là-dessus. Pas sûr que ça va se faire tout de suite, ce format. Il est possible que ça commence d'ici septembre. Mais voilà, j'y réfléchis et vous aurez des nouvelles de ce côté-là dès que j'en saurai davantage. Voilà, sur ce, bonne semaine à vous, bonne continuation des vacances, reposez-vous bien.
Et puis, bah, à très vite. Salut à tous.